Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonjour monsieur David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Ils sont jeunes, ils sont bons, ils sont champions du monde et ils ont gagné 4-0 hier soir. Pourquoi diable bouder son plaisir? Nous commencerons ce journal avec les Bleus, bien lancés dans la campagne Euro 2020. La France et la Chine, alliés écolos. Les deux pays vont signer un texte pour le climat. Ce matin, Europe 1 vous en révèle le contenu dans un instant. La télé est-elle déjà morte? Sans le savoir, l'avenir et même le présent, ce sont les plateformes Netflix, Amazon Prime et depuis hier soir, Apple qui lance à son tour son offre de streaming payant. À 8h12, Vincent Hervouette nous parlera lui aussi de la Chine. Xi Jinping rencontre aujourd'hui Angela Merkel et Jean-Claude Juncker avec Emmanuel Macron à Paris. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit la tête de liste de Debout la France pour les Européennes, Nicolas Dupont-Aignan. Europe 1. Il nous fascine à chaque match. Ah, c'est magnifique, c'est génial. On s'est régalé vraiment toute la soirée du début à la fin. On est les meilleurs, c'est tout. 2 étoiles, c'est pas pour rien et ça va continuer. On est qu'au début. Hein, elle est pas belle la vie? Mais oui, la vie est belle pour nos champions du monde. 4-0 hier soir au Stade de France face aux Islandais. 4-1 face à la Moldavie la semaine dernière. Cette campagne pour l'Euro 2020 commence bien. Bonjour Alain Roche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes le consultant d'Europe 1, le consultant football d'Europe 1. On avait entendu, Alain, les inquiétudes. Allaient-ils pouvoir se concentrer? Ont-ils pris la grosse tête? Au final, ils ont faim, voilà. Ils ont faim, quand la compétition officielle arrive, ils sont présents, ils ont été concentrés, disciplinés. Mais vous savez, c'est difficile de gérer les grands succès, je crois, dans n'importe quel domaine d'activité. L'euphorie a été présente, ils ont été adulés pendant des semaines et des mois par les Français. Mais là, ils ont su se mettre en condition pour gagner, avec la manière, surtout, c'était très important. Il y a eu beaucoup de complicité entre les attaquants. Ils ont marqué, ça faisait longtemps que l'équipe de France n'avait pas marqué autant de buts en 2 matchs. Ils ont été solides, disciplinés. Ils ont mis beaucoup d'enthousiasme aussi et ils ont régalé tout un public du Stade de France. C'est bon, hein, ça fait du bien. Ah oui, alors, ça fait beaucoup c'est vrai de bien, qu'on se pose toujours cette question, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils ont pris la grosse tête? Alors maintenant, on a aussi l'autre question. Est-ce qu'ils doivent garder la pression justement pour pas que ce soit trop facile? Ça sera le travail de Didier Deschamps, mais on a des cadres dans cette équipe-là qui ont envie aussi de revivre des émotions qu'ont pu vivre leurs prédécesseurs. Souvenez-vous, en 98, la France a gagné. 2 ans plus tard, ils avaient gagné l'Euro. Et ces joueurs sont ambitieux, ils le démontrent tous les week-ends dans leur équipe de club. Et ils ont envie, je pense, de faire aussi bien, sinon mieux que leurs prédécesseurs. Merci à vous, Alain Roche. Vous êtes le consultant foot d'Europe 1. Prochain match de qualification, ce sera en juin pour les Bleus. La visite du président chinois à Paris. Les deux pays vont signer aujourd'hui un accord sur le climat. Oui, et Europe 1 a consulté ce texte en exclusivité avec nous. Jean-Rémy Baudot, vous nous révélez, Jean-Rémy, les grandes lignes de l'Alliance qui se nouera aujourd'hui? Oui, c'est un texte en 10 points, 10 engagements que Paris et Pékin promettent de suivre et de promouvoir auprès de leurs partenaires. Dans ce texte, il sera fait mention de grands principes comme la protection d'une aire marine en Antarctique, la lutte contre le braconnage ou la réorientation des flux financiers pour protéger la biodiversité. Mais plus concrètement, France et Chine s'engagent par exemple à limiter l'usage des gaz présents dans les climatiseurs ou les réfrigérateurs. L'élimination de ces gaz pourrait permettre de réduire de 0,5 degrés la hausse des températures d'ici à 2100. Pour Paris, le signal est clair. Avec les Chinois, nous affichons un front uni contre Donald Trump qui recule sur le climat, explique un conseiller. La Chine, devenue en quelques années un leader mondial des énergies renouvelables, 25% des éoliennes dans le monde sont installées en Chine. Un engagement pour le climat qui n'est pas particulièrement écologiste, comme le souffle un spécialiste. Les effets du réchauffement climatique sont surtout une menace pour la stabilité politique du régime chinois. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes du 26 mai, c'est confirmé. Oui, elle doit maintenant démissionner du gouvernement. On parle du conseiller du président, Clément Beaune, pour la remplacer aux affaires européennes. Autre sujet d'incertitude, Benjamin Griveaux pourra-t-il en profiter pour sortir afin de se consacrer à son ambition municipale à Paris? Les points d'interrogation qui se multiplient. Nous sommes, Nikos, officiellement entrés en période de remaniement. Et maintenant ce chiffre, le déficit budgétaire français pour 2018 est de 2,5%. Oui, l'INSEE vient de le rendre public. Avec nous Emmanuel Dutheil, bonjour. Bonjour. Pour 2018, c'est tenu, c'est même un peu moins élevé que prévu, mais le vrai sujet d'inquiétude, Emmanuel, c'est 2019. Oui, alors il y a quand même déjà un vrai mieux, 2 années à la suite de déficit sous la barre des 3% de PIB, c'était arrivé
une seule fois en 15 ans en France. Et si l'an passé, le déficit a été moins élevé que prévu, c'est parce que la croissance a bien résisté. Mais en effet, cette embellie va être de très courte durée. Cette année, le déficit va repasser cette barre des 3% de PIB, très regardée par Bruxelles. C'est le résultat notamment des 10 milliards d'euros de mesures données aux Gilets jaunes. C'est aussi dû à un allègement de charges pour les entreprises qui va devenir pérenne. Ce qui laisse quand même croire au gouvernement qu'il est sur la bonne route. Il promet une baisse notable un petit peu plus tard, en 2020, indispensable pour retrouver de la crédibilité en Europe. Merci à vous, Emmanuel Dutheil, pour ces explications. J'ajoute que la dette publique, en 2018, s'est stabilisée à 98,4% du produit intérieur brut. L'humoriste Dieudonné à nouveau devant les juges aujourd'hui. Oui, il a été déjà plusieurs fois condamné pour ses propos antisémites et négationnistes. Mais là, il comparait pour fraude fiscale. Dieudonné Mbala est soupçonné d'avoir dissimulé 1,5 million d'euros. Salomé Legrand. Ils étaient tombés sur des enveloppes pleines à craquer de billets de 5 à 500 euros. À l'issue de leur perquisition, début 2014, les policiers de l'Office anticorruption avaient saisi en tout plus de 650 000 euros en liquide, répartis dans plusieurs coffres-forts. Mais leurs investigations les ont aussi menés jusqu'à des comptes en Belgique et au Luxembourg, ou encore à Singapour, ce dernier au nom de Merlin, le fils de Dieudonné. En 5 ans, l'humoriste et ses proches ont envoyé 1,5 million d'euros à l'étranger depuis des bureaux de poste voisins du Théâtre de la Main d'Or ou de leur domicile. Destination des fonds, principalement le Cameroun, mais aussi la Chine et les Émirats arabes unis. Dans le même temps, Dieudonné se disait ruiné. En 2011, par exemple, il n'avait déclaré aucun revenu. Les magistrats ne croient pas ces explications. Il s'agirait, dit-il, d'un héritage de son père en liquide et des recettes de ses spectacles. Ils ont donc décidé de le renvoyer pour fraude fiscale, mais aussi pour abus de biens social et fraude à la TVA. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe. La suite du journal avec David Doucouré. Apple qui a présenté hier son nouveau service de streaming payant. Oui, cela s'appelle Apple TV. L'objectif, c'est de concurrencer Netflix ou Amazon. La guerre des plateformes en ligne est déclarée. Le dommage collatéral risque d'être la télévision traditionnelle. Récit et explication de notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Sur cette scène d'ordinaire, le patron d'Apple présente le tout dernier modèle d'iPhone. Mais hier, il a laissé sa place à un parterre de stars d'Hollywood. Et en premier, Steven Spielberg, le mythique réalisateur qui annonce qu'il fournira une série pour Apple, tout comme les actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, elles aussi à l'affiche d'Apple TV+. La marque à la pomme frappe fort pour aller concurrencer directement Netflix et ses 150 millions d'abonnés payants dans le monde. Sur le marché, il y a aussi déjà Amazon. En attendant, un géant du divertissement, Disney, qui va lancer dans quelques mois sa propre plateforme pour diffuser en exclusivité ses dessins animés, ses films et l'immense catalogue de la 20th Century Fox que Mickey vient de racheter pour 70 milliards de dollars. Toutes ces nouvelles plateformes dépensent des sommes folles pour créer ou acheter du contenu, des films, des séries, des émissions que l'on consomme de plus en plus à la carte, au point de menacer la télévision traditionnelle. Des dizaines de millions d'Américains se sont désabonnés du câble et du satellite ces dernières années. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Une humiliation de plus pour Theresa May. Les députés britanniques ont adopté un droit de regard sur les prochaines étapes du Brexit, avec plusieurs votes prévus demain sur différents sujets, comme par exemple un nouveau référendum. La première ministre y était opposée. 3 membres de son gouvernement ont carrément démissionné pour pouvoir voter contre elle. Une exposition ouvre ses portes aujourd'hui à Marseille pour rendre hommage au grand Charles Aznavour. Oui, cela se passe au château de la Busine et c'est une déambulation dans l'intimité du géant avec une sélection d'objets personnels choisis par sa famille. Reportage Nathalie Chevance. Son Panama, ses boules de pétanque, son huile d'olive, petits objets du quotidien de Charles Aznavour sortis de son mas provençal, sa montre, son stylo, mais aussi des meubles. Valérie Fedel, commissaire de l'exposition. Vous avez le petit studio d'enregistrement rouge ainsi que le fauteuil rotatif. C'est sur cette table et sur ce fauteuil que travaillait Charles Aznavour et ils viennent donc de la maison de Mauriès. La maison de mes rêves, comme il disait, d'où son fils Micha a sélectionné des photos de l'album familial, cliché jamais exposé comme celui-ci. C'est mon père en train de faire du patin à roulettes sur la place Saint-Marc avec une flopée de pigeons. Depuis tout jeune, en fait, il faisait beaucoup de patins à roulettes et traversait Paris sous le couvre-feu. Ce que moi je retiens, c'est sa liberté.
et son admiration pour Marcel Pagnol, son auteur préféré, un livre en particulier, exposé. Peut-être ce qui me touche le plus, parce que je l'ai découvert très peu de temps après la mort de mon père, c'est le livre de Pagnol, Le château de ma mère, dédicacé à mon père. Je me suis dit qu'aujourd'hui, il puisse être exposé ici. Je pense qu'il aurait été heureux. L'occasion enfin de découvrir Aznavour photographe, lui qui disait vivre ce miracle de ne jamais se sentir étranger nulle part. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Voilà qui donne envie d'aller faire un tour à Marseille.